Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Vous suivez votre émission sportive préférée et nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, ensemble, on parlera de tout ce qui fait l'actualité sportive. Mais avant, regardons le sommaire. Sommaire. Au menu de la Grande Team ce soir, LGT News. Paris Saint-Germain. Le départ de Messi est acté. Que retenir de son passage au PSG? Nos consultants vous en diront plus. Merci de suivre la 3 et votre émission préférée présentée par Marie-Christine Begré. La question LGT de ce soir est: que retenez-vous du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Ce soir, pour le débrief et pour les débats, je serai en compagnie de Henri-Joël et de Roger Stéphane. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Henri-Joël? Non, je vais très bien. Oui. Prêt? Ouais, prêt pour les 90 minutes, bien déjà sûr, échauffé et tout? Nous sommes échauffés, voilà. Nous avons fait des étirements, donc nous sommes prêts à jouer le match. Voilà, je ne sais pas si Roger Stéphane... Roger Stéphane et vous? Ça va aller. Ça va aller? Ouais, bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Roger Stéphane. Ça va aller. On va jouer le match. De toute façon... on est là pour ça? On est toujours prêts. J'aime bien comment vous êtes motivés chaque soir en direct sur la 3 de 20h30 à 22h. Bon, on démarre avec le focus. Pour le focus de ce soir, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée FIMADA, dont le représentant n'est autre que Siaka Sanogo, est l'un de nos invités ce soir. Il sera en compagnie de M. Sepi Desti, trésorier général de Oweri MC. On les reçoit. Messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur là. Comment vous allez? Je vais bien, merci vous-même. Très bien, merci. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Vous avez en face donc Roger Stéphane et Henri-Joël et on fera l'émission ensemble. C'est un plaisir pour nous aussi d'être sur le plateau de la 3. Ça a toujours été un plaisir quand on se retrouve sur ce plateau. Oui. De toute façon, on est dans notre maison. Voilà qui est bien dit. Bon, la première question d'entrée de jeu, comment vous jugez le niveau de ce championnat? Le niveau des championnats cette année a été plus élevé que les autres années. Et nous repartons d'Abeng Gourou avec ce sentiment du devoir bien accompli et de club de Maracana ayant épousé l'esprit insufflé par le comité directeur de la Fédération ivoirienne de Maracana et des associés. Henri-Joël? Alors, vous parlez de niveau très élevé par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce qui vous fait dire que... Parce que, quand même, il y a des faits sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de ce niveau dont vous jugez très, très élevé par rapport aux années passées. Oui, nous, on s'appuie sur déjà l'évolution de la compétition. L'évolution de la compétition, nous sommes arrivés à l'avant-dernier match sans connaître le champion. Il y a des années où, lorsqu'on arrive déjà aux 5 derniers matchs, le champion est déjà pratiquement connu. Et cette année, nous sommes allés crescendo et les choses sont allées jusqu'à ce qu'on puisse connaître le champion au pratiquement dernier match. Moi, je voudrais vous féliciter tout simplement, la Fédération ivoirienne de Maracana. C'est un pur produit ivoirien qui est en train de faire son bonhomme de chemin, qui est en train de conquérir le monde entier. En tout cas, bravo et félicitations au président Bleu Charlemagne, que je connais très bien, et à l'ensemble de son équipe. Je me rends compte que c'est votre deuxième rendez-vous consécutif à Abeng Gourou, si je ne m'abuse. Bien sûr. Alors, pourquoi Abeng Gourou 2 fois? Qu'est-ce qui se passe là-bas du côté d'Abeng Gourou? Abeng Gourou, ce n'est même pas 2 fois, c'est 5 fois. Successivement? Non, pas successivement. Voilà. Nous y étions déjà en 2012 pour la Coupe nationale, en 2017 pour la Coupe nationale, en 2019 pour la Coupe des Super Seniors. L'année dernière, nous y étions pour le championnat national et cette année encore pour le championnat national. Abeng Gourou, c'est une ville maracanière. Et comme on le dit, on va là où on nous appelle.
et le Maracana est vivant à Bangourou. Et comme quand on veut vivre le Maracana et que la ville même est demandeur de la chose, on ne peut pas lui refuser ça. Donc c'est Abangourou qui a fait l'année dernière, après la compétition de l'année dernière, qui a vu Owerri remporter son premier trophée en tant que champion de Côte d'Ivoire. Abangourou, par la municipalité, a refait la demande pour dire on souhaite avoir la compétition encore en 2023. Si on vous a bien compris, Abangourou, sur toutes les localités qui reçoivent et qui accueillent les compétitions de Maracana, c'est Abangourou qui a la palme d'or? On peut dire oui. On peut dire oui. Et est-ce qu'en partant à Abangourou, vous pensiez remporter le championnat? On veut entendre le trésorier? Oui, tout à fait, parce que Abangourou nous porte chance. Le premier trophée d'Owerri, c'était à Abangourou pour la Coupe nationale. L'année dernière, nous récidivons avec le championnat national. Et cette année, nous gardons notre statut. Voilà, en remportant encore cette compétition. Et les prochains challenges, Monsieur le Président? Le prochain challenge pour la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline associée, c'est la nationale Nzassa, qui est la nouvelle appellation de la Coupe nationale. C'est le championnat Coupe des super seniors et c'est le championnat des juniors. Et nous avons, en tenant compte de l'actualité du pays, parce que les élections vont avoir lieu au mois de septembre, début septembre, nous avons raccourci notre calendrier de telle sorte qu'à fin juillet, on est fini avec toutes nos compétitions. Donc déjà le week-end, le 10 et 11, nous démarrons les éliminatoires de la nationale Nzassa, de la Coupe de Super Senior et du championnat des juniors. Sur ce championnat, il y a eu 20 clubs qui ont participé au tournoi à Abangourou, si je ne m'abuse. C'est bien ça. 20 clubs représentant les différentes zones de Maracana en Côte d'Ivoire. Je crois savoir, sur les anciens chiffres, qu'il y a 80 clubs environ qui participent aux compétitions, 30 à Abidjan, 50 à l'intérieur du pays. Comment donc ces 20-là ont été choisis ou se sont-ils qualifiés pour aller disputer ce championnat national? Alors, 80 clubs inscrits au championnat national Ligue Trocap N1 en 2023. Nous avons constitué 16 poules de 5. Les premiers de chaque poule ont été qualifiés directement pour être à Abangourou. Sur l'ensemble du pays, les 3 meilleurs deuxièmes étaient qualifiés pour être à Abangourou et la ville qui nous accueille qui est à Abangourou. Voici les 20. Comment nous avons déterminé les 20. Sur l'engouement, j'ai lu dans les documents que toutes les autorités étaient quasiment présentes à cette manifestation avec à leur tête le roi d'Abangourou. C'est bien ça? Nana Boakassi III. Je n'ai pas voulu dire son nom. Hein. Non, comme c'est roi là. Nana Boakassi III, qui est le roi, nous a désigné son porte-parole comme étant le tuteur du Maracana dans l'Indénié. Dans la personne de Nana Adjayi Kanga, qui est aujourd'hui le tuteur du Maracana dans l'Indénié. Et il s'est fait représenter et le samedi et le dimanche par Nana Kofi II, qui était avec nous pendant toute la période musulmane. Le corps préfectoral, donc le préfet des régions, préfet d'Abangourou, madame le préfet de Bétier, monsieur le préfet de Agnibilekro, l'ensemble des sous-préfets de la région étaient présents. Donc, toutes les autorités administratives ont participé à la fête du Maracana à Abangourou. Est-ce que vous, c'est ça qui vous motive un peu du côté d'Abangourou? Vous gagnez votre premier titre là-bas en 2017. 2022, vous gagnez. 2023, vous gagnez. Est-ce que c'est cette mobilisation exceptionnelle qu'il y a du côté d'Abangourou qui stimule Owerri pour être aujourd'hui l'un des patrons ou bien le patron du Maracana en Côte d'Ivoire? Oui, il y a cette motivation qui est là. Quand vous gagnez déjà 2 fois, la 3e fois, vous êtes plus en confiance. Mais autour d'Abangourou, c'est quand même une bonne ambiance. C'est quand même, on va dire, une région de Maracana. Et nous n'avons pas d'autre choix. Que ce soit à Abangourou, que ce soit ailleurs. Nous étions déjà préparés. Nous savions que nous partons à Abangourou pour remporter encore une fois ce titre de championnat. Est-ce que cette année était plus serrée que l'année dernière? Parce que je vois que vous avez eu 49 points. Vétérancy a eu 45 points. MC 180 a eu 44 points. Est-ce que cette année, c'était plus serré que l'édition passée? Ça, je vous l'avoue, c'était très serré. Ah oui, c'était très serré parce que jusqu'à l'avant-dernier match, on ne savait pas encore qui allait être champion. Il a fallu que les joueurs d'Owerri fassent preuve de maîtrise et puis aborder ces derniers matchs avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de tactique pour que nous puissions battre les formations qui venaient en face. Très bien. Et Président, un mot justement à adresser
Oui, on ne peut pas arriver sur ce plateau et puis ne pas remercier les autorités d'Abangourou. Nous avons dit tout à l'heure que le roi Nana Boa Kwasi III nous a reçus. Il était avec nous pendant tout le temps. Il s'est fait représenter par Nana Adou Kofi II. Et nous a désigné un tuteur pour le Maracana. Donc, vraiment qu'il soit remercié avec toute la notabilité de l'indigné Djablin. Aussi, nous remercions, tout à l'heure nous avons parlé du corps préfectoral, que tout ce corps-là soit remercié avec à sa tête le préfet de région de l'indigné Djablin, préfet de l'Abangourou. Nous remercions l'ensemble des élus de la région, le maire, le vénérable Amakon Kwakubanga, qui était le parrain de cette compétition, et la vaillante population d'Abangourou, qui a répondu présent le samedi, qui a répondu présent le dimanche pour soutenir les athlètes et qui est féru du Maracana. L'ensemble des Maracaniers, les présidents des clubs, les présidents des ligues, surtout ceux-là qui ont fait le déplacement massivement à Bangourou pour que le Maracana soit dans le meilleur de son langage à travers la convivialité. Sidibé Alou Karim, qui a été élu meilleur buteur de la compétition. Il nous vient de Korogo. L'équipe de CFA, qui a été élue équipe fair play de la compétition. L'équipe CFA, c'est le pro de Koumassi, du président Compaoré. C'était celle qui est élue et qui a fini comme équipe CFA. La CFA, chez nous, c'est l'équipe fair play. Très bien. Voilà, CFA, convivialité, fraternité, amitié. D'accord. C'est le meilleur, pour nous, le meilleur des trophées. C'est celui qui aura le plus épousé l'esprit du Maracana, qui a ce trophée-là. Très bien, félicitations. Président, c'est votre mot de fin? Notre mot de fin, on ne peut que remercier l'ensemble des autorités, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous l'avez dit. Remercier tous les clubs qui ont participé à cette compétition, la vaillante population d'Abangourou. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des présidents de clubs et tout l'ensemble du comité directeur. À travers le message du président de la fédération, qui remercie tous ses collaborateurs qui ont répondu présent, qui ne lésinent sur aucun moyen, sur aucun effort pour que cette discipline-là soit. Et nous voyons les résultats sur le terrain à travers le travail qu'elle... Remerciez-nous aussi, les journalistes. Merci beaucoup. Remerciez-nous aussi. Oui, parce qu'on attendait depuis... Non, de toute façon... Vous avez fait la troisième mi-temps sans nous. Non. On va vous traquer le week-end pour faire la troisième mi-temps ensemble. La troisième mi-temps, comme on dit, la troisième mi-temps, vous êtes toujours invité à la troisième mi-temps. Le trésorier veut dire quelque chose? Oui, comme on est dans le chapitre des remerciements, je voudrais profiter également pour remercier mon PCA bien Kwasi bien et mon président Bétro qui malheureusement moi, je vous ai donné la parole en attendant que ça allait être maintenant le merci à la croix, aux journalistes. Oui, mais je finis par ça, le merci à la croix. C'est moi qui finis par ça. Donc on attend la fin parce que c'est vraiment la fin là maintenant. Oui, c'est vraiment la fin. Nous allons remplacer l'ensemble de la presse. Le groupe RTI. Avec qui nous sommes en partenariat, qui a dépêché du monde à Bangourou, que ce soit la presse audiovisuelle, la presse visuelle, que ce soit au niveau de la radio, etc., qui ont fait le déplacement. Vraiment, que tout le monde soit remercié pour nous permettre d'avoir découvert. Merci à la Croix. Merci à la Croix. Stéphane, on vous invite à venir à Ouéry Maracana. Je serai là. Merci à la Croix. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous venez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous, comme vous l'avez dit, d'entre deux jeux. Oui. Et voilà. Merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir que nous bravo partons. et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit l'émission et on part tout de suite pour LGT News. LGT News. Infrastructure sportive de proximité. Le ministre d'en haut procède à la réouverture de la piscine Dominique Ouattara. Permet le 31 mai 2021 pour cause de dégradation avancée et dommages fréquents sur les usagers. La piscine Dominique Ouattara de Bingerville a fait peau neuve pour le bonheur des habitants de cette cité. En effet, après 20 mois de travaux de réhabilitation, le ministre des Sports, Claude Danhaut-Paulin, a procédé à la réouverture de cette piscine hier mercredi au cours d'une cérémonie marquée par la présence de Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse.
La réhabilitation a pris en compte le revêtement complet du bassin, l'électricité, la pose des sièges dans la tribune, la revision des moteurs et des filtres du local technique et bien d'autres aspects. La directrice de l'Office national des sports, Madame Kone Mariam Yoda, et bien évidemment toutes les autorités présentes à cette cérémonie, dont le ministre Claude Daho-Paulin, ont manifesté leur satisfaction de voir cette piscine opérationnelle. Je suis particulièrement honoré de procéder ce jour, mercredi 31 mai 2023, à la réouverture de la piscine Dominique Ouattara de Bergerville. Il est vrai que l'attente a été un peu longue, mais il était nécessaire pour obtenir ce résultat, ce beau résultat que nous voyons ce matin. Oui, les infrastructures sportives de qualité sont les instructions et les exigences de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. LGT News. Autre information, CAN 2023 éliminatoire, Gasset face à la presse le 7 juin. Jean-Louis Gasset animera une conférence de presse le 7 juin prochain dans un hôtel UP de la place. Le sélectionneur des éléphants profitera de cette occasion pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le déplacement en Zambie. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Bon, pour le débrief des news et pour le reste de l'émission, nous ont rejoint Sansévérin et Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Ça va, ça va. Et Sansévérin, bonsoir. Bonsoir, ça va super bien. Comment vous allez? Super bien, Quelle je suis toujours couleur. d'attaque. Merci, merci. Je suis revenu à l'époque où j'étais primérien. Voilà. Eh ben... La couleur kaki. Voilà. Vous avez rangé un peu le vert et rouge. Je savais, je savais que ça allait arriver. L'Afrique en Ligue 2. Oui. Courage, chef frère. J'ai acheté 6 chaussettes vert rouge. Courage, chef frère. Pour la saison prochaine. Ça va aller, ça va aller. Courage, Sansévérin. Merci mais beaucoup. Mais ça va aller. Mais j'ai du rouge aujourd'hui. Oui, c'est super. Très belle couleur d'ailleurs, Marie-Christine. En fait, Sansévérin, il a du jaune. C'est pas du kaki, il a du jaune. Non, je suis peut-être de la sec. Tu m'arrêtes, Henri Joël, on y va donc pour le débrief des news. Vous nous parlez de Igor Tudor. Bien sûr, l'entraîneur de l'Olympique Marseille qui va partir. Oui. En tout cas, il va laisser un bel héritage pour son successeur, puisque l'OM, sans doute, va jouer les barrages de la Ligue des Champions et peut-être va accéder à la phase de poule de cette compétition, la meilleure au niveau des clubs sur le continent européen. Maintenant, actuellement, on parle des noms qui sont susceptibles de le remplacer. On parle de Marcelino, qui est actuellement, il est libre. Il faut rappeler qu'il a le dernier club qu'il a entraîné, c'est l'Athletic Bilbao. Avant l'Athletic Bilbao, il est passé par Séville, par Villarreal et par Valence. Il n'est pas le seul à avoir son nom sur la shortlist pour l'instant de Pablo Longoria. Il y a aussi Vincenzo Italiano, qui est lui en même temps suivi aussi par Naples, puisque Spalletti a décidé de quitter le navire du côté de Naples. Donc, il est également suivi par Naples, qui se cherche un nouvel entraîneur. Donc, lui, c'est l'entraîneur de la Fiorentina. Il y a aussi 2 autres noms, ou je dirais 3 autres noms. Il y a Raffaele Palladino, qui est l'entraîneur de Monza. Monza qui a fini 10e au niveau de la Serie A. Donc, voilà, il a fait un très bon parcours avec cette modeste équipe de Monza qui a montré il n'y a pas assez longtemps. Donc, c'est un bon coach qui peut aussi prendre la succession de Tudor. Et puis Galtier, parce qu'on parle des rumeurs de départ de Galtier du côté du Paris Saint-Germain. Donc, en cas de départ, peut-être les dirigeants de Marseille se dirigeraient vers lui pour essayer de prendre la suite du côté de Marseille. Et puis le dernier nom, c'est Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille. C'est vrai, il a connu assez de difficultés avec cette équipe de Lille, mais quand même, il garde de très bons contacts et surtout, il garde l'assurance des dirigeants de Marseille. Très bien. Roger Stéphane, on parle d'infrastructure. Avec la réhabilitation de la piscine Dominique Ouattara du côté de Bergerville. Après 20 mois de travaux, c'est une très bonne nouvelle pour les nageurs. Félicitations au ministre Paulin Claude qui est en charge donc, de la question des sports. Et puis bravo également à Mme Yoda, la directrice de l'ONS, l'une de ses collaboratrices. Derrière ces 2 personnalités, j'ai envie de dire bravo à l'État sur la question des infrastructures. C'est une piscine olympique qui va faire du bien aux nageurs. Et quand vous regardez cette piscine à côté d'elle, vous avez également, en ce qui concerne le football par exemple,
les nouveaux stades qui sont en train d'être construits pour la CAN. Ils sont 6 plus 24 stades pour les entraînements. Donc il y a 30 nouveaux stades, j'ai envie de dire, qui arrivent plus ou moins après la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et donc oui, c'est une très bonne chose de voir qu'il y a des infrastructures qui sont construites pour le sport et la pratique du sport en Côte d'Ivoire. Et si vous convenez avec moi, les infrastructures, c'est l'un des moyens de développement du sport dans une nation. Et ce que nos autorités sont en train de réaliser là, c'est vraiment une très belle chose. Bravo à cette piscine-là qui manquait un peu à nos différents nageurs. Elle est là, elle est prête, elle est belle à les accueillir. Bravo tout simplement au ministre Dan Paulin, à l'État et à tous ceux qui ont travaillé à la réhabilitation de cette piscine, qui est une piscine olympique. D'accord. Sans Séverin, vous nous parlez de la CAN U23. Oui, mais avant ça, je ne crois pas que cette piscine ait les normes olympiques. La seule piscine en Côte d'Ivoire qui a les normes olympiques, c'est celle de Treichville, bon, qui s'en rapproche. Mais la véritable, c'est celle de Boaké, qui est en réhabilitation. Et celle-là, ce n'est pas une piscine olympique. D'accord. Mais c'est pour l'instant, parce qu'il y a d'autres qui sont en construction. Hein. Pour en revenir à la CAN U23, je suis estomaqué que les sélections africaines continuent de commettre ce genre d'erreur. Intervertir le nom d'un joueur dans le système. Aujourd'hui, tout est informatisé au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Comment un pays peut se permettre une telle erreur? Et le Gabon n'est pas à sa première avec cette histoire de nom, d'âge des joueurs. On se rappelle de Guelor Kanga en sélection A. Et là, maintenant, avec les U23. Bon, c'est tant mieux pour le Cameroun qui s'invite à la fête sans être qualifié directement. Bah, ils sont qualifiés? Oui, bon. Là, maintenant, ils y sont. Ça fait un danger supplémentaire pour toutes les équipes de cette compétition-là, parce que le Cameroun, en compétition de jeunes, c'est quand même une équipe à prendre au sérieux. Mais c'est vraiment dommage pour le Gabon. Balo, oui, c'est pour me prononcer sur le fait qu'il y aura donc un tournoi organisé avec les jeunes d'Abobo concernant le karaté. Je pense que ça ramène au fait qu'il faut organiser des tournois de jeunes pour tout simplement développer cette discipline. Et du côté de la Fédération de karaté, je suis heureux de constater qu'ils l'ont compris. Cela va permettre à ces jeunes-là de pouvoir développer des prédispositions, de pouvoir s'affûter en termes de talent, en termes, pourquoi pas, de connaissances, savoir leur niveau et pouvoir, pourquoi pas, prétendre à aller demain représenter la Côte d'Ivoire dans les grandes compétitions. Si on fait un parallèle avec le football, où on a très souvent pointé du doigt l'absence de championnat de jeunes, par contre, on est heureux de constater que dans d'autres disciplines, il y a une bonne organisation qui favorise le fait qu'on aura des jeunes pousses qui seront développés et qui pourront avoir un encadrement correct pour pouvoir tout simplement nous représenter demain. Donc c'est une bonne nouvelle. En plus, heureux de savoir qu'il y a les infrastructures pouvant accueillir cela avec l'Agora, où on a tourné les émissions récemment. Donc ça fait plaisir de savoir que cette infrastructure-là sert, après avoir été inaugurée par le président Emmanuel Macron et par l'ensemble du gouvernement, de savoir que l'infrastructure sert aujourd'hui à pouvoir développer nos jeunes pour exceller demain. Très bien. Bon, messieurs, si vous permettez, on marque une petite pause, juste le temps de la pub. On se retrouve après pour l'actu et pour sa buzz. On y va pour la pub. La sélection, l'équipe de rêve. Le feuilleton retrace le parcours impressionnant de l'équipe colombienne de football lors de sa qualification à la Coupe du Monde. Faustino, Carlos, René, Freddy. Il est bon que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls. Vivez le plein d'émotions à travers leur vie, leurs amours, leur famille, toute la passion qui les maintient en tant que héros du sport. J'espère que ça te fait pas peur de jouer ce match, parce que ces titres, ce sont des grands. Moi, je m'en fiche, je veux jouer. Je veux devenir footballeur. Sur ce terrain, on n'a pas le droit de perdre. C'est un péché pour tout le monde, tu le sais, n'est-ce pas? La sélection, l'équipe de rêve, un feuilleton inspiré de faits réels. Tu sais ce qu'il te dit, le café au lait? Qu'est-ce que vous faites? Au fait, je n'ai pas de petit ami. La sélection, à voir sur la 3 du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La sélection. La sélection. La question LGT de ce soir, que retenez-vous du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain? N'oubliez pas, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Mais ce sera beaucoup plus tard dans l'actu. Pour l'instant, on passe à sa buzz.
Connu pour ses sorties fracassantes et ses coups de gueule, José Mourinho s'est illustré aux sorties de la finale de l'Europa League, perdu par son équipe la Roma. Sa victime n'est autre que l'arbitre de la rencontre. Messieurs, alors, est-ce que vous êtes surpris par la réaction de José Mourinho? Roger Stéphane? Non, José Mourinho, il est habitué aux déclarations. C'est exactement du José Mourinho qui nous fait après ce match-là. C'est son one-man show. Après la finale, il vient encore attirer la lumière vers lui. C'est sa première finale européenne qu'il perd. Il digère ça très mal face à une équipe qui gagne une autre finale encore dans cette équipe, dans cette compétition de la Ligue Europa. On n'est vraiment pas surpris. Les gens parlent de faire de match. Moi, je suis allé regarder un peu les statistiques de ce match entre ces deux parce qu'on n'a pas regardé totalement parce qu'on était sur le plateau. Mais j'ai vu que sur la possession des balles, c'est 64% contre 36%. Non, mais un penalty oui, mais un penalty, je dis, oui, un penalty, c'est des éléments qui arrivent toujours. C'est pas pour ça que dans l'ensemble, il va penser qu'il a été lésé. Parce que si vous regardez l'ensemble du match, c'est une équipe qui a dominé le match, c'est bien l'équipe de Séville. Je vous donne les chiffres là, sur les titres 18 contre 11, sur les corners 6 contre 4, sur les actions dangereuses 77 contre 37. Il a joué, sur les pas des résumés que j'ai vus, il a joué comme à son habitude derrière, avec une équipe de Séville qui à mon avis, méritait de gagner le match. C'est vrai qu'il ouvre le score, c'est lui qui ouvre le score, Séville égalise, mais dans l'ensemble, c'est Séville qui a dominé ce match-là. Sur la plupart des comptes rendus, des résumés qu'on a vus, c'est Séville qui a dominé ce match-là. Ça, c'est vrai. Moi, j'aimerais revenir sur ça. Hein. Est-ce que, justement, ce penalty qui n'a pas été accordé, est-ce que ça pouvait changer le cours du match? Évidemment. Est-ce que José Mourinho n'a pas raison, finalement? Non, Mourinho, sur le penalty est flagrant. Oui. Mais n'oublions pas qu'il y a la VAR. Oui. Voilà. Donc, une fois que le penalty est scruté par la VAR et qu'ensuite on dit qu'il n'y a pas penalty, moi, je crois qu'il faut passer à autre chose. D'ailleurs, un penalty n'est pas forcément un but. Et de l'autre côté, en face, à Séville, il y a le spécialiste des arrêts de penalty en Liga, qui est Yassine Bounou. Donc, Mourinho peut s'estimer lésé, c'est vrai. Mais moi, depuis que la VAR est arrivée dans le football, j'ai appris à ne pas discuter sur certaines décisions. Parce qu'il y a l'arbitre central, il y a ses assistants et il y a ceux qui sont dans le camion de la VAR. Ils sont au moins 9. Voilà, pour moi, il faut passer à autre chose. Séville a été intransigeant en deuxième période. Séville a dominé territorialement. D'ailleurs, la Roma a marqué sur un CSC, un contre son camp. Ouais. Voilà. Donc, je dis, c'est la Roma marque par Dybala. Voilà, et l'égalisation de Séville. Voilà. C'est la pression. Un centre de Navas qui est détourné. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Christine. Oui, un centre de Navas qui est détourné. Je les écoute, c'est comme ils disent aujourd'hui que ils sont d'accord pour ne pas qu'on siffle le penalty parce que dans le jeu, l'équipe de la Roma a été dominée. Ah non, moi j'ai été précis. Justement parce que quand vous me dites je dis une fois que la VAR a scruté, on passe à autre chose. Laissez-le terminer, sans sévérin. Aujourd'hui, pourquoi, c'est quoi l'utilité de la VAR? On fait venir la VAR dans le foot pour quelles raisons? Pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation où l'entraîneur va se plaindre après auprès des arbitres. On a envoyé cette technologie-là pour qu'on puisse visualiser en long et en large les différentes actions polémiques pour enlever toutes sortes de zones d'ombre sur une action bien donnée. Donc, si on part de ce principe et que dans le jeu, il y a un fait, moi, je pense que l'idéal, c'est de visionner, de révisionner pour voir si oui ou non il y avait pénalty. Il y avait pénalty sur l'action. Maintenant, c'est aux arbitres de décider de siffler ou non. Et même quand l'arbitre refuse de siffler, normalement, les arbitres de la VAR interviennent, ce qui n'a pas été le cas. Donc, quand il se plaint, je pense qu'il est dans ses droits. Quand on me dit que c'est parce que, quand on regarde les chiffres, la Roma a été dominée, oui, bon, la Roma a été dominée, mais la Roma, quand même, s'est fait spolier, je dirais, cette finale. Parce que si on siffle, sans Séverin a parlé d'un penalty, c'est pas forcément un but, oui, mais il fallait siffler pour qu'on voit s'ils allaient marquer un but ou pas. Non, mais malgré que c'est l'élément qui change dans cette affaire, c'est l'ampleur de la plainte de José Mourinho. Parce que elle n'est pas normale. Attention, si vous êtes lésé au cours d'un match, sur l'action, vous vous plaignez, vous gesticulez autour du match, autour du terrain, au bord du terrain, on le sent, on le voit. C'est clair, c'est fait. Mais il a fait ça. Il allait en conférence de presse. Et en plus, même dans les couloirs du stade, il allait s'en prendre encore aux arbitres. Mais il en fait un peu trop. On parle d'une finale. Le match est terminé. On parle d'une finale. En plus, il a tenu des propos très très durs que je ne vais pas reprendre sur le plateau. Des propos très durs que je ne vais pas reprendre sur le plateau. Mais quand il fait ça, il en fait un peu trop. Quitter le stade, aller en conférence de rédaction, en conférence de presse, en plus aller dans les vestiaires pour s'en prendre aux arbitres. Ah, mais je trouve qu'il en fait un peu trop.
Il en fait un peu trop. C'est pour ça qu'il y a polémique là-dessus. Il en fait un peu trop, José Mourinho. C'est pour ça qu'il y a débat là-dessus. Sinon, les erreurs, les plaintes saisissent tout le temps au football. Mais sur ça, il en fait un peu trop. D'accord. Oui, moi je dirais que oui, le pénalty est justifié. Mais la question qu'on se pose avec José Mourinho, c'est qu'au lieu de passer son temps à accabler les arbitres, est-ce qu'il ne faut pas que lui-même se remette en cause? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que sa vision du football est stéréotypée. C'est un entraîneur, c'est vrai, qui a du flair, qui a certaines qualités, mais qui a toujours ce penchant à défendre, alors qu'il a la possibilité, il a les armes, il a les joueurs pour avoir un football offensif. Donc la question qu'on pose ici, c'est au-delà du penalty, s'il avait eu un football offensif dans cette finale, est-ce que finalement un but n'aurait pas compensé ce penalty non sifflé? Je pense que ça, c'est une question qui peut se poser. Je pense qu'on sort du débat. Non, effectivement, on sort du débat. On ne sort pas du débat. Non, on sort du débat. Henri Joël, s'il vous plaît. Le penalty est justifié. Oui. Le penalty est justifié, mais il doit se remettre en cause sur l'ensemble du match. Je pense que je rejoins un peu Roger Stéphane. Hein. Je pense que s'il avait été... Mais là, on parle surtout de la réaction. Oui, mais la réaction est disproportionnée. Ben, c'est clair qu'il y avait pénalty. Donc vous allez dans le même sens que Roger Stéphane. La réaction est disproportionnée et il part jusqu'à insulter l'arbitre en dehors du terrain de jeu. C'est grave dans un parking. Donc ça, c'est quelque chose de pas du tout réglementaire, d'autant plus que durant tout le match, ils ont le banc de la Roma a passé son temps à embêter le 4e arbitre. Donc le fait d'aller jusque dans le parking, insulter l'arbitre, ça peut susciter plein de choses. De l'UEMA peut se saisir de l'affaire? Bien sûr, je pense que oui, la commission de discipline peut se saisir de l'affaire. Oui, la commission de discipline de l'UEFA peut se saisir de l'affaire parce que si José Mourinho n'a pas hésité à insulter un arbitre dans le parking, c'est que les supporters peuvent être tentés de le faire dans les jours qui viennent ou dans d'autres circonstances. Alors, on va essayer de revenir en arrière rapidement. Récemment, quand Vinicius a eu son affaire dans le match contre Valence, les arbitres de la VAR ont montré que la réaction de Vinicius après l'action. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été suspendus. Et donc, si aujourd'hui, on doit essayer de revoir tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les insultes. D'abord, je ne valide pas les insultes de José Mourinho. Je suis d'accord pour qu'il se plaigne tout et tout, mais les insultes, je ne les cautionne pas. Mais si on doit sanctionner, il faut aussi qu'on sanctionne ces arbitres qui ont refusé d'appeler l'arbitre pour revoir l'action. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de Mourinho que nous parlons, mais qu'est-ce qui a provoqué cette colère de Mourinho? On vous parle d'une finale, c'est-à-dire une compétition qui a commencé quelque part avec tout ce qu'on connaît, avec toutes les grosses équipes qu'on connaît, pour arriver à une finale. Et là, sur un fait de jeu, vous changez complètement le cours du match. Parce que une telle action sifflée, pour moi, peut-être aurait changé le cours du match. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord que les insultes n'ont pas leur place dans le football. Mais je suis aussi d'accord que pour des histoires de sanctions où la commission doit se penser, ça ne soit pas seulement que Mourinho. On doit regarder du côté des arbitres. D'accord. Non, messieurs, s'il vous plaît, on va avancer. On a très bien compris. Les deux côtés opposés, c'est très bien clair. Mais si on peut parler de José Mourinho qui est annoncé au PSG... sans Séverin, est-ce que vous pensez que ça sera chose faite finalement? José Mourinho au PSG, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que c'est un coach qui, dans la philosophie actuelle du PSG, va bouleverser trop de choses. D'ailleurs, en conférence de presse, après son coup de sang, il a dit qu'il est fatigué. Voilà. Il est fatigué d'être entraîneur, il veut se reposer un peu. En fait, dans son intervention, il a aussi mis l'accent sur le fait qu'à la Roma, personne ne communique, on le laisse. Voilà. Il n'a pas dit exactement qu'il est fatigué d'être entraîneur. Il dit, je vais vous aider. Il dit, c'est pour ça que je le trouve dangereux. Il dit, je veux rester, mais mes joueurs méritent plus. Il parle du club. Mes joueurs méritent plus, je mérite plus, je veux me battre pour plus que ça. J'en ai marre d'être entraîneur, communicant et porte-parole du club. Donc sur le même match, il taxe à la fois l'équipe de Roma, le club de Roma pour lequel il travaille. Mais c'est dangereux de la... S'il vous plaît, c'est dangereux. On sait aussi qu'il s'entend pas avec le directeur. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que le club de la Roma n'a pas suffisamment d'organisation pour qu'il y ait un communicant, un entraîneur et un porte-parole. Et c'est lui, José Mourinho, qui fait tout ça à la fois. Je trouve que c'est une attitude qui est déplorable. Je pense qu'il a envie de partir. Partir comment, je ne sais pas. Mais sur ce match-là, il profite de cette tribune, de cette finale perdue face à une équipe qui a tout à fait mérité pour avoir une attitude désagréable, même vis-à-vis du club qui l'embauche en ce moment. Je trouve que c'est trop méchant de la part de José Mourinho. Carton jaune pour Roger Stéphane, c'est très bien compris. Non, Henri Joël. Oui, sans Séverin, vous pouvez terminer. Je disais que José Mourinho
veut finalement se reposer. Il y a 1 an, 2 ans de cela, il se plaignait d'être au chômage. Il voulait retrouver le football. Aujourd'hui, la Roma a tellement mis l'organisation du club et tout le reste, le sportif et l'extra-sportif, sur le dos de Mourinho qu'il commence à être fatigué. Le PSG peut être une bonne destination, mais au PSG, il y a Mbappé, avec tout ce qu'on sait de lui, sa façon de communiquer. Entre un Mbappé qui est un grand communicant et un José Mourinho qui est un grand communicant, est-ce que ça peut passer? Mourinho et Neymar, qui fait toujours sa star, sa diva, est-ce que ça peut passer? Donc, je vois très mal José Mourinho atterrir au Paris Saint-Germain. Mais bon, avec l'émir du Qatar, on ne sait jamais. Il sauve tout le monde à coup de billets, on verra. Alors, on parle de José Mourinho, mais moi j'ai vu un article ce matin qui parle également de Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de la Rora, l'ancien entraîneur du Barça. Maintenant, si moi on me demande mon avis, José Mourinho, pour moi, le profil pour aller au Paris Saint-Germain, parce que c'est un club qui a besoin d'un entraîneur à poigne. Je pense que José Mourinho aura la capacité de faire face, d'imposer certaines choses à l'émir du Qatar, à Nasser El Khelaifi, mais aussi à s'imposer, à pouvoir faire taire certains égos qui polluent le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il a le profil. Maintenant, après, est-ce qu'il va briser ses destinations du Paris Saint-Germain? Connaissant José Mourinho, je pense qu'il va demander à avoir certaines conditions avant d'y aller, pour moi. D'accord. Bon, messieurs, s'il vous plaît, une petite pause et on revient juste après pour la suite des débats. Pause. Nous offrons 3 fois plus de sport. Vous suivez la grande team, nous sommes en direct sur la 3, toujours en compagnie de Saint-Séverin, Ballot, Roger Stéphane et Henri Joël. Et il est l'heure de l'actu. Sachez que le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. La question LGT, que retenez-vous du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Direction l'actu. Lionel Messi quittera le PSG après le match de la dernière journée de la Ligue 1 française ce samedi face à Clermont. En 2 saisons, son histoire avec l'Hexagone a été loin d'être une belle romance. Alors messieurs, comment vous avez accueilli la nouvelle du départ officiel de Lionel Messi du Paris Saint-Germain? Henri Joël? Une bonne nouvelle pour Lionel Messi. Okay. Ouais, c'est une très très bonne nouvelle pour lui parce que je pense que depuis longtemps, il devrait même annoncer lui-même son départ. Bon, il attend la fin de la saison, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va pouvoir respirer, il va pouvoir s'épanouir parce que ce n'était pas le cas du côté du Paris Saint-Germain. Il est arrivé dans un projet qui, pour moi, n'était pas bien élaboré du côté de Paris. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée des Qataris, c'est toujours pas bien élaboré, ce projet-là. Et il est arrivé avec les difficultés qu'on a connues du côté de Barcelone. Il ne vient pas parce qu'il avait envie de venir, il vient parce qu'il était un peu poussé dehors à cause de la situation du club. Donc il arrive. Bon, il a fait de son mieux. Il a joué son foot comme il sait le faire. Sauf que dans le club où il évoluait, c'était pas la grosse organisation, c'était pas... tout n'était pas mis en place pour lui permettre de s'épanouir. Donc voilà, bon, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour lui et il va pouvoir s'épanouir ailleurs. Saint-Séverin? Au moment où on parle, cette histoire de départ de Messi, je pense qu'elle a encore assez flou. Hein. Christophe Galtier, en conférence de presse, a dit que Messi va jouer son dernier match au Parc des Princes, sous-entendu, avant de quitter le PSG. Dans la foulée, le club fait un communiqué pour dire non. Galtier, ce que Galtier dit, ce n'est pas vrai. Messi va jouer son dernier match de la saison au Parc des Princes. Donc, c'est une précision. Je ne sais pas si c'est parce que le club a envie de prendre la main dans l'annonce du départ de Messi, mais pour l'instant, ce n'est pas encore clair. De son côté, il se prépare à un éventuel départ, c'est vrai. Mais bon, on verra si les choses changent d'ici là. Quand on parle de Messi au PSG, moi, je ne vois pas forcément les chiffres. Parce que je me dis que si quelqu'un me dit qu'on a envoyé le Messi pour que le PSG gagne la Ligue des Champions, je vais alors demander Keylor Navas et Hakimi et Sergio Ramos, tous ceux-là. Mais ils ne sont pas Lionel Messi. Ils sont venus pour qui? Ils ne sont pas Lionel Messi, justement. Donc, moi, franchement, les polémiques concernant ces chiffres n'ont pas été les chiffres qu'il avait au FC Barcelone. Mais ce sont de bons chiffres. Ce sont des chiffres de tous les footballeurs qu'on voit. Mais comme c'est Messi,
D'accord. Ça devient petit. Voilà. D'accord. Bon, sans Séverin, nous, pour l'instant, on considère que c'est une annonce officielle et que Messi est sur le départ. Donc, on va faire ce débat dans l'actu par rapport au fait que Messi quitte le Paris Saint-Germain. Bien noté. Ballot, oui. Oui, je pense que ce n'est pas du tout étonnant quand on a pu voir le désamour des supporters parisiens qui est monté en puissance au fur et à mesure des jours qui ont émaillé le parcours de Lionel Messi. Je m'attendais peut-être à une certaine reconnaissance aussi du génie de l'Argentin, parce que c'est vrai que clairement son passage au Paris Saint-Germain était mauvais. Pour moi, c'est un échec au Paris Saint-Germain. C'est clair, mais ça ne change rien à la qualité du joueur, ça n'enlève rien à son génie, d'autant plus que ces mêmes supporters du Paris Saint-Germain, lors de la 24e journée de la Ligue 1, lors du match PSG-Lille, ont été en extase face au pénalty de Lionel Messi dans le temps additionnel où il a donné à l'arraché la victoire au Paris Saint-Germain. Sinon, clairement, globalement, moi, je retiens que ça a été un échec. Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Ballot. S'il part, effectivement, on ne sera pas surpris. On s'y attendait plus ou moins. Il n'a pas passé 2 années glorieuses du côté du Paris Saint-Germain. D'un point de vue de performance, il y a eu l'échec de la Ligue des Champions. Son attitude sur le terrain, ce n'est pas le garçon qui se sacrifiait véritablement pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Ses relations avec les supporters, ils n'ont pas vécu un véritable idylle. Il a été très souvent pris à partie par les supporters. L'affaire du voyage en Arabie Saoudite, sa suspension de 2 semaines, etc. On sentait que le feu était en train de brûler un peu entre Lionel Messi et le club Paris Saint-Germain. Henri Joël dit que Messi a joué le football qu'il connaît au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. Le Messi du Paris Saint-Germain, ce n'est pas le Messi que nous connaissons. Ce n'est pas le Messi que nous connaissons. Le Messi que nous connaissons, c'est le Messi du Barça. Le Messi du Barça est un monstre. C'est le meilleur, c'est le patron qui fait des choses extraordinaires. Il n'en a pas fait beaucoup du côté du Paris Saint-Germain. Mais il a aussi précisé qu'au Paris Saint-Germain, mais il a dit qu'il est le patron. L'élément que j'ai récupéré, c'est qu'il a semblé dire que le Messi a joué son football qu'il connaît au Paris Saint-Germain. Il a semblé dire, je dis, ce n'est pas juste. Sans Séverin dit que pourquoi c'est sur Messi, on tire tout le débat, etc., etc. Oui, mais parce que c'est Lionel Messi. Parce que Messi, il n'y en a pas deux. Quand vous recrutez Messi, c'est pour aller à un autre niveau. Mais depuis qu'il est arrivé, bon, nous tous, on est restés un peu sur notre faim. Est-ce que c'est l'environnement du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est la politique du club? Est-ce que c'est son utilisation sur le terrain? Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, le passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n'est pas un succès. À mon avis, c'est un échec. D'accord. Je reviens à vous, messieurs. On a M. Bakayoko Mamadou qui nous appelle d'Abobo Dokui. M. Bakayoko Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Bonsoir. Je vais très bien, je vais très bien. D'accord. La grande team vous salue. Bonsoir, bonsoir, M. Mamadou. On vous écoute. Salut tout le monde. On vous écoute donc sur la question GT. Bonsoir, M. Mamadou. Concernant la question sur Léo Messi. Oui. Voilà, moi-même, je suis vraiment content. Voilà, qu'il parte. Qu'il quitte ces clubs désordonnés en Europe. Ok. Puis moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, le problème n'est pas sur les joueurs. C'est l'équipe même qui est désordonnée. D'accord. C'est-à-dire que l'équipe n'est pas bien restructurée. Voilà pourquoi, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre tous les grands joueurs du monde. Voilà, ça ne passera pas. Voilà, maintenant, bon, je suis un peu découragé hier. Puis mon équipe n'a pas pu monter en division 1. Oui, mais c'était le sujet d'hier. Tout comme ça, c'est vrai. Merci tout le monde. Ça va aller. Bon, je sais que l'année prochaine, nous, on va monter. Hein. Ça va aller. On espère, on attend l'année prochaine. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Bakayoko Mamadou. Merci, Marie-Christine. Merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Messieurs, avant vous, on a aussi l'infographie des statistiques de Messi avec le PSG, le Paris Saint-Germain. On regarde. Grâce à la régie. Oui. Messi, bon, il a 35 ans, tout le monde le sait. Il est arrivé au Paris Saint-Germain en août 2021, poste milieu de terrain, milieu offensif avec le PSG. 74 matchs, 32 buts, 30 passes décisives, un carton jaune, pas de carton rouge. Champion de France 2022 et 2023, vainqueur du trophée des champions 2022. Bon, messieurs, objectivement, ces chiffres sont décevants, hein, Henri Joël. Non.
Non, je ne trouve pas que... Est-ce que ces chiffres sont décevants? Non. Ce sont de très bons chiffres pour surtout un milieu de terrain. Ce sont de très bons chiffres pour un joueur de 35 ans. Ce sont de très bons chiffres. Mais qu'est-ce que ces détracteurs... Oui, mais après rapidement, je vais... Oui, Joël, Ballot, vous allez prendre la parole. Quand Stéphane parlait, il a parlé de patron. C'est-à-dire, il était un patron du côté de Barcelone. Et surtout, quand il arrive au PSG, il n'est pas le patron. Parce que quand vous parlez de patron qu'on fait venir un joueur comme Messi, on fait le projet autour de lui. Sauf que le projet du Paris Saint-Germain n'est pas autour de Messi. Ensuite, Saint-Séverin a évoqué le fait que le Paris Saint-Germain soit sorti derrière pour annoncer que ce que Galtier a dit, ce n'était pas la vérité. Donc, ce qui veut dire que ça confirme tout ce que j'ai dit ici. C'est un club qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé. Donc, quand on regarde tout ça, et que Messi, avec cette ambiance, a inscrit 32 buts et 30 passes décisives, on doit le féliciter. Oui, Saint-Séverin. Lionel Messi, les chiffres que nous voyons là sont en 14 matchs, 32 buts, 30 passes décisives. Ce sont les chiffres de tous les footballeurs, les grands footballeurs qu'on connaît en Europe. Sauf que c'est Lionel Messi, donc les chiffres doivent être extraordinaires. Sinon, pour un joueur normal, ça fait deux saisons de belles factures. Mais c'est Lionel Messi. Je pense que quand Messi est arrivé au PSG, il savait que sur le terrain et dans le vestiaire, il y avait un patron, Kylian Mbappé, l'enfant du pays. La preuve, il devait aller au Real Madrid. L'État français, avec le président de la République à sa tête, s'est impliqué pour qu'il reste. Donc Messi, quand il arrive dans un environnement comme ça, avec tout ce qu'il a déjà gagné, il s'est dit, il ne faut pas aller faire de l'ombre et chercher des histoires là où il n'y en a pas. Il a essayé de se mettre en retrait. Vous l'avez vu faire la serpillère dans un mur de coup franc. Au Barça, il ne l'aurait jamais fait. Donc ça veut dire que là, au PSG, il s'est plutôt mis au service du collectif. C'est ce que je retiens de la saison de Messi. Mieux, quand les émirs du Qatar l'ont fait venir, c'était surtout aussi pour le côté marketing. Messi a fait rentrer près de 10 milliards de francs CFA de vente de maillots dans le club. C'est plus que tous les autres joueurs du PSG. Et je pense que pour cela seulement, je le félicite. OK. Bon, voyons si c'est l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie-Cuisine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Comment vous allez? Bon, alors la toile, le moral est très haut. L'Afrique a baissé le moral, mais la toile a remonté le moral. Ça va. Dieu merci. Bon, tout le monde vous salue. Hein. Bonsoir, M. Diomandé. On vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Bon, Marie-Cuisine. Oui. Quand on a un club là, c'est pour un objectif. L'objectif, c'est la dignité, l'honneur, le trophée. On ne prend pas un joueur pour être un commerçant dans un club. On prend un joueur pour rapporter à l'équipe qui n'a rien à voir. Parce que les supporters là, les joueurs qui paient des billets des millions. Il y a les joueurs qui paient le championnat entier. Il y a les sponsors qui misent gros. Il y a les parieurs qui misent gros. Donc le passage de Messi a été un échec total au PSG. Même si l'équipe n'est pas structurée, mais l'équipe a un objectif, une ambition, c'est de remporter la coupe aux grandes oreilles. C'est pour cela qu'ils sont allés envers Messi, juger le contrat, quitte au tac et trouver un consensus. Un point bien, fait nous honneur pour apporter ce trophée-là. On cherche tant, on en vit beaucoup. Donc finalement, comment vous accueillez la nouvelle du départ de Lionel Messi? Bon, moi, c'est le mal bâti. Parce qu'il n'a rien au Paris Saint-Germain. Il n'a pas suivi. C'est pas ce que les Parisiens voulaient. Les Parisiens voulaient que ce Messi-là soit comme le Messi de Barcelone. Ce Messi-là soit un Messi vainqueur, un Messi qui peut rapporter la Ligue des Champions, mais pas un Messi comme ça des maillots. Allez, ensemble. Ensemble. Merci beaucoup. Oui, Ballot. Oui, Marie-Christine, c'est pour intervenir sur les chiffres. Hein. Les chiffres ont été pris dans leur globalité. Mais lorsqu'on prend saison par saison, là, il y a un problème. Parce qu'il faut savoir que Léo Messi, avec le Barça, c'est une moyenne de 30 buts par saison. Alors que lorsqu'on prend les chiffres en ce moment, c'est 16 buts et 16 passes décisives en 31 matchs. En Ligue des Champions, 4 buts en 7 matchs, 0 but en Coupe de France et en ce qui concerne le trophée des champions, un seul but. Donc lorsqu'on prend saison par saison, on constate que Léo Messi, très souvent, ne dépasse pas la barre des 20 buts. Et logiquement, les supporters du PSG, sachant que c'est un véritable génie, même s'il n'a plus ses jambes de 20 ans, s'attendaient à ce qu'il ait au moins la capacité de maintenir, de garder des stats à peu près passables. Mais là, on constate que les stats de Léo Messi au Barça et les stats de Léo Messi au Paris Saint-Germain sont teintés d'une trop grande différence
pour son talent, je pense que là, c'est légitime et justifié que les supporters du Paris Saint-Germain soient en colère. D'autant plus que lorsqu'on me dit que Kylian Mbappé était le véritable patron du Paris Saint-Germain, il faut savoir que dans le jeu, Kylian Mbappé s'est très souvent mis au service de Léo Messi. Il lui a cédé des pénaltys, il lui a très souvent envoyé des passes décisives. Donc moi, je pense que clairement, au Paris Saint-Germain, Léo Messi n'a pas été grandiose, mais ça n'empêche pas de dire que ça reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais Marie-Christine, vous savez que les chiffres que vous voyez là, c'est des très bons chiffres. Hein. C'est des très bons chiffres. Oui, oui. Mais en rapport avec Messi, ça pose problème. Effectivement, comme parce que même sur les statistiques, moi j'ai rien contre les chiffres, mais les statistiques, Olivier Giroud, il est meilleur buteur de l'équipe de France devant les Platini et autres, hein, devant les Thierry Henry, c'est les chiffres. Neymar, il est meilleur buteur au même titre que Pelé devant les Ronaldo, Ronaldinho au Brésil. Ce sont les statistiques. Donc les statistiques sont ce qu'elles sont. Mais si vous prenez les 2 ans de Messi au Paris Saint-Germain, vous le mettez à Saint-Étienne ou à Lens, mais c'est 0. Parce que ce n'est pas le Messi impliqué dans le jeu. Non, c'est parce qu'au Paris Saint-Germain, vous avez une équipe de Paris qui écrase le championnat de France. Tout est un peu facile là-bas du côté pour le Paris Saint-Germain. 2, il a des coéquipiers extraordinaires. Donc le très peu qu'il fait réussit à se transformer en des choses extraordinaires. Voilà ce qu'il a. Mais sinon, si vous le prenez là, le Messi de 2 ans là, vous le mettez dans notre équipe dans le championnat de France, c'est tout à fait 0. Maintenant, oui, il n'a plus 20 ans, il n'a plus 22 ans, il a 35 ans. Mais son passage au Paris Saint-Germain donne raison à ceux qui disaient à l'époque que Messi aurait eu des difficultés à briller dans un autre championnat, dans un autre pays, dans un autre club, avec d'autres coéquipiers que ceux de l'Espagne, du Barça, avec qui il a grandi, avec qui il a joué pendant longtemps. Et ce passage au Paris nous donne raison. Vraiment, on a du respect pour Messi, qui est le footballeur le plus doué de sa génération depuis les 20 dernières années. Mais reconnaissons que son passage au Paris Saint-Germain n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a été et ce qu'il a produit quand il était au Barça. Et c'est là toute la déception des amoureux de Lionel Messi en ce moment. D'accord. On a M. Kwame Kofi qui nous appelle de Kokumbo. On l'écoute. Monsieur Kwame Kofi, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je fais grâce à vous. Très bien, merci. Bon, on vous écoute. Salut tout le monde. Salut. Bonsoir, monsieur. On vous écoute donc. Comment vous avez accueilli la nouvelle du départ de Lionel Messi du PSG? Bon, la nouvelle du départ, je n'en doute pas. Mais je voulais revenir sur le fait que on dit que Messi, son passage au Saint-Germain a été nul, bien, a été médiocre. Je dis que d'abord, Messi n'a pas été acheté pour, ou bien choisi pour venir pour la Ligue des Champions c'est parce qu'il y a eu d'abord un problème au Barça que Messi a accepté l'offre du PSG. S'il y avait de problème au niveau du Barça, Messi n'allait pas accepter l'offre du PSG. Comme il n'y a pas d'autres clubs et qu'il y a un problème qui devait sortir, il a accepté de venir au PSG. Sinon, c'est le même Messi qui a remporté la Coupe du Monde. C'est dans même cette année-là que Messi a remporté la Coupe du Monde avec un jeu très licite. Maintenant, au PSG, s'il n'a pas bien joué, s'il n'a pas percé, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de l'entourage. Ça dépend de comment il a été accueilli. Ça dépend de comment on lui a fait jouer sur le terrain. Ça dépend de comment l'entraîneur l'a utilisé. Ça dépend de ses coéquipiers. Donc, alors, si tu vois, quand je vois l'environnement que ça ne va pas avec lui, je dirais que par rapport à son départ, je suis pour qu'il quitte, pour aller dans un autre club pour pouvoir jouer, parce que ça va l'arranger. Et quand il est venu au PSG aussi, et quelqu'un pouvait dire de suite qu'on ne paie pas un joueur pour venir faire de l'argent au club. Non, non, non. C'est à cause de tout ça on paye les joueurs. Il faut avoir de l'argent. Quand on paye un joueur, s'il vient, même s'il ne joue pas, mais s'il ne peut pas bouger aussi le club financièrement, ce n'est pas la peine. Donc je crois bien qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas de sa faute. Donc s'il doit partir, je crois qu'il est libre, il peut partir. Merci beaucoup, M. Kwame Kofi. Donc finalement, l'environnement parisien n'a pas été favorable pas du tout. à Messi. Pas du tout. Quand on regarde, parce que moi, souvent, je suis étonné d'entendre certaines choses. Messi à Barcelone était le patron. Est-ce que Messi à Barcelone, il défendait? Il ne défendait pas. Il était exemple de toute tâche défensive. Il marchait sur le terrain. Et ce qui veut dire que dès qu'on récupère le ballon, vous avez quelqu'un à qui on remet tout de suite pour déclencher l'attaque barcelonaise. À Paris, on demande à Messi de venir défendre. Ce qui est différent de ce qui se passait à Barcelone. À Paris, le jeu n'est pas fait autour de Messi. Quand
quand on prend l'équipe d'Argentine qui a gagné le mondial, mais tout le monde travaillait pour Messi, c'est pour cela que l'Argentine a gagné. Et on a vu que derrière, Messi arrivait à conclure les actions parce qu'il était exemple de toute la défensive. Quand il arrive devant, malgré ses 35 ans, il était toujours lucide pour conclure les actions. Ouais. Mais à Paris, on prend Messi, le génie qu'on connaît là, et on lui demande à 35 ans, allez, monsieur, vous devez défendre. Et quand il finit de défendre, il doit parcourir près de 50 mètres pour arriver dans le camp adverse. Mais vous voulez où? On s'attend à quel résultat? Et je ne sais pas pourquoi on accable seulement Messi en ce qui concerne les échecs du Paris Saint-Germain, mais quand on prend les Qataris depuis le... C'est lui qui a le sujet? Non, non. Quand on prend les Messi Qataris... qui a le sujet? Oui, mais justement, Messi a le sujet, mais il faut faire l'historique de ce club. On s'attend à ce que Messi change les choses dans le bon sens. Attendez. Bon, messieurs, on est obligé d'avancer. On va écouter Christophe Galtier, justement, qui s'est exprimé sur le cas Messi en conférence de presse cet après-midi. On l'écoute. Que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Avec, il s'est dit beaucoup de choses sur Léo. Vous avez beaucoup analysé Léo. Et comme je vous ai dit, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne parlerai pas de sa première saison, mais qui était une saison où il fallait qu'il s'adapte automatiquement, puisque c'était la première fois qu'il sortait de Barcelone. Et que cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement. Et que si même les remarques ou les critiques, que je trouve pas du tout justifiées, mais pas du tout justifiées, quand vous êtes dans une saison... Quand vous avez 35 ans et dans une saison où il y a une Coupe du Monde au milieu et que vos stats à la sortie, elles sont à peu près de toutes compétitions confondues, hors Coupe du Monde, bien évidemment. Vous êtes, je crois, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, mais vous allez vous rectifier. Je crois 21 buts et 22 passes décisives, des choses comme ça. C'est-à-dire que Léo, il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur, et que, je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de l'accompagner tout au long de la saison. C'est un élément de nos confrères de la chaîne L'Équipe. Finalement, les dirigeants du PSG, ils regrettent d'avoir recruté Messi, sans Séverin. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a... Beaucoup de choses se sont passées durant son passage au PSG, notamment son escapade en Arabie Saoudite pour aller honorer un contrat alors qu'il n'avait pas la permission du club. Mais je crois qu'ils sont assez satisfaits quand même. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le PSG, c'est le sportif, c'est vrai, mais c'est surtout le marketing. Et le nom Messi a réussi à placer le PSG encore plus haut. Mais pourquoi ils n'ont rien fait pour renouveler son contrat? Non, il y a aussi la volonté du joueur. S'il ne se sent pas bien dans un vestiaire, il ne se sent pas bien dans un environnement, c'est difficile. On oublie aussi que les joueurs, les avis de leur famille aussi comptent. Ses enfants ont toujours vécu en Espagne. Sa femme également. Donc il y a tout ça là qui peut être pris en compte. Mais concernant les dirigeants du PSG, je pense qu'ils sont assez satisfaits de Messi. C'est vrai, ils n'ont pas réussi à passer un cap en Ligue des Champions. Comme depuis le début. Parce que c'est la compétition qu'ils rêvent de remporter depuis 2012. Mais Messi n'est pas le seul problème à ce niveau-là. Le PSG, dans cet tâtonnement, avec les coachs, avec les schémas tactiques, tout ça n'a pas encore réussi à avoir véritablement la culture de la gagne de la Ligue des Champions. Je pense que c'est ce qui manque à ce club-là et c'est ce qui fait que les supporters sont de plus en plus nerveux à cause des grands noms qui sont au club. D'accord. Non, ça veut dire que sportivement, ça peut être un regret parce qu'il n'a rien gagné. 2 titres, ils avaient déjà des titres, il a été éliminé 2 fois en 8e de finale de la Ligue des Champions et en 8e de finale de la Coupe de France. Donc, il n'a pas fait grand-chose sportivement. Mais j'ai vu que financièrement, les revenus de sponsoring ont augmenté de 13% à cause de Lionel Messi. Ça, c'est très bien. Les revenus des jours de match se situent à hauteur de 132 millions d'euros. C'est beaucoup. Ça, c'est l'effet Lionel Messi avec une dizaine de nouveaux sponsors qui sont arrivés au club à cause de Lionel Messi. Bon, ça, au moins, on peut retenir ça. Et puis, au passage, il y a quand même un joueur du Paris Saint-Germain qui a gagné le Ballon d'Or. C'est Lionel Messi, si je ne m'abuse.
Bon, donc ça au moins, on peut retenir ça dans les archives du club. Mais notre déception, c'est qu'on pensait que la qualité qu'il a toujours eue depuis 15 ans, qu'il est au top, on pensait qu'il allait ramener ça un peu au Paris Saint-Germain. Parce que j'ai le sentiment que, en jouant parler d'environnement joué pour lui, j'ai le sentiment que quand il a joué avec les Agüero, Higuaín, Mascherano, il n'a rien gagné avec l'Argentine. Mais pourtant, ceux-là, c'était des gros joueurs, des grosses stars, qui, elles aussi, avaient besoin d'un peu d'espace et de pouvoir. Mais dès que tous ces garçons sont partis et qu'on a mis autour de lui des ouvriers, paf, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde avec le Messi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que lui, il est le prototype du joueur qui a été formaté de telle sorte que tout le monde a joué pour lui. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Le grand joueur, il est comme Cristiano Ronaldo, qui s'adapte à toutes les équipes dans lesquelles il joue. Il brille ici, il brille en Angleterre, il brille en Espagne, il brille en Italie. C'est ça qu'on attend de Lionel Messi, d'être un joueur compétitif partout où il joue. Ça, il ne l'a pas réussi au Paris Saint-Germain. Malgré tout le respect que nous avons pour lui, il ne l'a pas réussi sportivement. En même temps, Stéphane, il faut nuancer quand même. Sans Séverin, un carton jaune, voilà. Et je poursuis. Stéphane, finalement, c'est bien que vous rejoigniez vers la fin. Oui, mais parce qu'après, il faut nuancer. Un peu. Ils vont se rallier. Ne vous en faites pas, ils vont se rallier. Ballot, c'est une question pour vous. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le Barça a les moyens de faire revenir Messi à la maison? Bon, on sera situé lundi. Je pense que pour ce que j'ai pu voir, c'est que la Liga va donner une décision, va rendre une décision sur le plan de viabilité du Barça, c'est-à-dire est-ce que le Barça, financièrement parlant, a pu assainir ses comptes pour pouvoir effectuer ce retour-là. Donc lundi, la Liga doit donner une décision, doit rendre une décision, mais pour les bruits de couloir, la volonté de Messi de revenir au Barça est intacte. Son père l'a dit, selon un grand journaliste espagnol, Gérard Romero. Le clan Messi veut revenir au Barça. La Liga va se prononcer sur le plan de viabilité du Barça. Si le plan est positif, alors il y a de fortes chances que la transaction se fasse. Mais la meilleure destination pour lui, finalement, c'est pas l'Arabie Saoudite? Non, mais là, je me prononçais sur un état de fait, un contexte. Maintenant, si on me demande mon avis d'observateur, moi, personnellement, je suis pour que Léo Messi parte en Arabie Saoudite. Très bien. Par rapport à son âge, il est âgé, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc pour moi, je ne vois pas le challenge qui le pousserait à revenir au Barça sportivement. Donc il n'aura pas d'effet motivateur. Je pense que même au Paris Saint-Germain, l'institution ne générait pas quelque chose de motivateur. Donc ça peut encore le plomber au Barça. Pour moi, je souhaite qu'il aille en Arabie Saoudite. D'accord, très bien. Le public sportif s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Il a un bilan neutre, en fait. Voilà, avec le PSG, il était parti pour remporter la Ligue des Champions. Maintenant, on a vu que là-bas, c'est seulement que le championnat et quelques titres, c'est moi qui l'a remporté. Donc, selon moi, Messi a fait un bilan qui est neutre. Son passage, pour moi, il a été mitigé. Mitigé dans ce sens qu'il n'a pas donné les impressions qu'il avait au Barça. Je crois que ça a été très moyen, franchement. Le premier point, c'est que les supporters déjà étaient contre lui. Quand il est arrivé dans les débuts, il n'arrivait pas à s'en sortir, donc c'était mauvais. Ensuite, arrivé au milieu, bon, on voyait que ça allait un peu, mais il n'a pas pu remporter encore la Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça a été mauvais. Donc je peux conclure que ça n'a pas été bon, n'est pas bon. Il faut dire que c'est le meilleur joueur du monde. C'est vraiment le meilleur. Il est incomparable. Il n'y a pas son deux. Alors il était pris au PSG pour un combat, celui de quoi remporter la Ligue des Champions et le championnat français. Nous avons nous avons permis de gagner le championnat français. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions, nous n'avons pas pu remporter cette ligue. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide et c'est ensemble qu'on remporte vraiment une coupe. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas aussi un moyen de lui lancer les pierres. Lui seul ne peut pas tout faire. Et puis au PSG, les gens jouaient plus pour Mbappé. À chaque fois, c'est Mbappé. Donc Messi n'avait rien à prouver. Mais par la grâce de Dieu, ils ont pris le championnat. Donc on ne peut pas tout déposer, tout ne peut pas reposer sur Messi. Mais moi, je retiens que Messi, c'est un 10, il restera toujours un 10. Il a été le meilleur joueur du monde et puis il restera toujours dans nos cœurs. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Infrastructure sportive de proximité. Le ministre d'en haut procède à la réouverture de la piscine Dominique Ouattara.
fermée le 31 mai 2021 pour cause de dégradation avancée et dommages fréquents sur les usagers, la piscine Dominique Ouattara de Bingerville a fait peau neuve pour le bonheur des habitants de cette cité. En effet, après 20 mois de travaux de réhabilitation, le ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, a procédé à la réouverture de cette piscine hier mercredi au cours d'une cérémonie marquée par la présence de Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse. La réhabilitation a pris en compte le revêtement complet du bassin, l'électricité, la pose des sièges dans la tribune, la revision des moteurs et des filtres du local technique et bien d'autres aspects. La directrice de l'Office national des sports, Madame Kone Mariam Yoda, et bien évidemment toutes les autorités présentes à cette cérémonie, dont le ministre Claude Daon-Paulin, ont manifesté leur satisfaction de voir cette piscine opérationnelle. Je suis particulièrement honoré de procéder ce jour, mercredi 31 mai 2023, à la réouverture de la piscine Dominique Ouattara de Bingerville. Il est vrai que l'attente a été un peu longue, mais il était nécessaire pour obtenir ce résultat, ce beau résultat que nous voyons ce matin. Oui, les infrastructures sportives de qualité sont les instructions et les exigences de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. LGT News. Nous allons directement au carton de la semaine. Le principe est simple, hein. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Alors messieurs, vous avez le carton vert, le carton jaune et le carton rouge. Le carton vert qui signifie satisfaction, le carton jaune avertissement et le carton rouge sanction. Ballon, on commence avec vous. Carton vert à celui qu'on surnomme Mad Max, Super Max, c'est-à-dire le double champion du monde Max Verstappen, l'Hollandais, qui se révèle comme étant la nouvelle figure aujourd'hui de la Formule 1. Grand Prix de Monaco, il signe la pole position, il remporte la course dans des conditions assez dangereuse parce qu'il a plu ce jour-là. Ça n'a pas empêché de maîtriser la course de bout en bout et de terminer en beauté, de remporter ce Grand Prix-là. Il commence la saison tambour battant et il est en bonne position encore pour maintenir le cap puisqu'il va disputer le Grand Prix de Barcelone où il a remporté son premier Grand Prix avec l'équipe Red Bull. Donc ça augure d'un avenir meilleur. D'accord. Henri-Joël, votre carton? Oui, l'actualité cette semaine, c'est l'Africa qui reste... Mais votre carton? Carton vert pour les supporters de l'Africa. Comme je le disais, l'équipe n'a pas réussi à monter, à s'assurer une montée dans l'élite du football ivoirien, mais ils ont été présents depuis le début jusqu'à la fin. Vous savez, on a l'habitude de dire ici en Côte d'Ivoire que les supporters supportent quand ça va bien. Par contre, quand on se prend du côté de l'Africa, malgré les difficultés, ils sont toujours présents. Même en semaine, ils sont là. Et à la fin du match, face à l'équipe de la JCA, c'est vrai, sachant que l'équipe n'allait pas monter, ils ont même applaudi l'équipe. Et je pense que, sincèrement, on doit les féliciter. On doit les féliciter et surtout, on doit les encourager à continuer, même si malheureusement, le club va rester en Ligue 2. OK. Saint-Séverin, votre carton? Oui. Non, Saint-Séverin, ce n'est pas deux cartons. Hein. Non, c'est le carton rouge. Voilà. Carton rouge pour Aboubakar Charaf. Pour Aboubakar Charaf parce que il y a eu une nouvelle élection à l'AMAFSI qui est d'ailleurs dénoncée par Danon Roland. Pour moi, Charaf, qui est membre de la commission centrale des arbitres, qui est avec Kalou Bonaventure, n'avait pas dans la forme à revenir instaurer une crise dans le milieu des arbitres. Idriss Diallo est là depuis 1 an. 1 an seulement après, un membre d'un bureau qu'il a installé ramène une crise. Pour moi, ce n'est pas bon. Et dans le fond aussi, on me dit qu'il y avait 754 arbitres présents là-bas. Mais oui, est-ce qu'ils sont tous membres de l'AMAFSI? Il faut être membre de l'AMAFSI pour prendre part à ces joutes-là. Pour moi, carton rouge à Charaf, il n'aurait pas dû ramener la crise des arbitres après que le comité de normalisation ait réglé tous ces problèmes. D'accord. Roger Stéphane. Carton vert à la Ligue 2 dans son ensemble. Une très très belle compétition avec du beau suspense. Depuis quelques années, la présence d'anciens clubs de Ligue 1 en Ligue 2 a donné un cachet assez particulier à cette compétition. Sewe, Tanda, Stella, Stade, Denguele, JCA, Agi et Fimwak. Certaines de ces équipes sont montées, d'autres sont encore là-bas. La Ligue 2 est devenue très belle. Et la présence de l'Africa depuis 2 ans en Ligue 2
a donné une coloration vraiment toute particulière à cette compétition. Cette année, elle a été pleine de suspense. Zoma, Boaflé, Africa dans la poule A, bravo à ces 3 équipes. Mouna, Iska, Yamsokro dans la poule B, bravo également à ces 3 équipes. Elles nous ont livré un très bon débat jusqu'à la fin de la compétition. Certaines équipes ont fait un très bon arbitrage. Agi de Guibérois qui a fait rester l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2. Et je suis d'accord avec Henri Joël, le merveilleux public de l'Africa Sport d'Abidjan au niveau de la Ligue 2. Roger, Stéphane, on passe maintenant au plus calé. Désolé, messieurs, nous sommes obligés d'avancer. Donc, on va maintenant voir qui est le plus calé, qui est l'équipe la plus calée. On y va avec l'équipe A. Oui, vous n'avez pas sur l'écran, pas bien grave. L'équipe A, composée de Saint-Séverin et Ballot, et l'équipe B, composée d'Henri Joël et de Roger Stéphane. Le thème de ce soir, Coupe du Monde FIFA U20. Saint-Séverin, vous avez écouté le thème? Oui. D'accord. Première question. Quel pays détient le record de victoires en Coupe du Monde des juniors de la FIFA? Quel pays détient le record de victoires en Coupe du Monde des juniors de la FIFA? A. Portugal. B. Brésil. C. Argentine. Portugal, Brésil, Argentine. Équipe B. Équipe B, votre réponse? C. Équipe A, C. C. C'est la bonne réponse. Argentine. L'Argentine détient le record avec 6 sacres. Elle devance le Brésil qui compte 5 trophées. Le Portugal et la Serbie arrivent en 3e position avec 2 victoires chacun. 2. Combien de participations compte la Côte d'Ivoire au mondial des U20? Deuxième question. Combien de participations compte la Côte d'Ivoire au mondial des U20? A. 4. B. 5. C, 6, 4, 5 ou 6. Équipe B, la réponse A. Équipe A, la réponse A. C'est la réponse B, 5. 1977 en Tunisie, 1983 au Mexique, 1991 au Portugal, 1997 en Malaisie et 2003 aux Émirats Arabes Unis. Le meilleur résultat des Éléphantaux, c'est quart de finale en 2003. Troisième question. Quel pays est le champion en titre du mondial des U20? A. Ukraine. B. Italie. C. États-Unis. Ukraine, Italie ou États-Unis. A, B ou C? Équipe B, la réponse B. Équipe A, la réponse B. C'est la réponse A. Ukraine. L'Ukraine a remporté son premier titre du mondial des U20 en 2019 en Pologne en battant en finale la Corée du Sud. 4. Quatrième question. Quel pays a remporté la première édition du mondial des U20? A. URSS. B. Allemagne. C. Brésil. URSS, Allemagne ou le Brésil? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse A, URSS. L'Union soviétique est le premier vainqueur du mondial des U20 en 1977 en Tunisie. Cinquième et dernière question, messieurs. Lequel de ces footballeurs, mais c'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que je lis tout doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Cinquième et dernière question, lequel de ces footballeurs n'a pas été meilleur joueur du mondial des U20? Lequel de ces footballeurs n'a pas été meilleur joueur du mondial des U20? A. Lionel Messi. Non. Henri Joël, baissez votre doigt, je n'ai pas terminé. B. Donc A, je reprends. Lionel Messi. B. Sergio Agüero. C. Cristiano Ronaldo. A, B ou C? Équipe A, C et équipe B, C. C'est la réponse C, Cristiano Ronaldo. Les Argentins Lionel Messi et Sergio Agüero ont été ballons d'or du mondial des U20, respectivement en 2005 et 2007. Cristiano Ronaldo n'a jamais joué le mondial des U20. Henri Joël, carton jaune pour avoir levé l'ardoise avant que j'ai fini. Mais ça change rien, ça change rien. On a gagné, c'est pas la passe. Roulement de tambour.
L'équipe victorieuse est l'équipe B composée de Roger Stéphane et Henri Joël. Roger Stéphane, décidément, hein, vous gagnez sur Non, ce sont mes coéquipiers qui sont très forts. Hier c'était Yellow, aujourd'hui c'est lui. Hein? Bon, quelque part. Ali, vous voulez gâter mon nom dans le pays là? Non, mais Marie-Christine, je veux porter plainte parce qu'il fait du plagiat. Il fait du wallo. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci aussi à vous, Chevaux. On se retrouve demain en direct, 20h30, toujours sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.